Comme j'ai essayé de le dire déjà dans la présentation, c'est vrai qu'on peut trouver des points communs entre les crypto-monnaies de type Bitcoin et les monnaies locales et complémentaires. Elles partent à chaque fois de pensées théoriques de la monnaie qui en font un outil à travers lequel on peut modifier les relations sociales. C'est l'outil de la valeur, de la valorisation des activités. Et donc, de fait, à travers l'outil monétaire, sa gestion, on est en capacité de transformer la réalité sociale, puisque c'est un outil collectif. Elle se fonde sur des théories monétaires particulières et font bien mettre vraiment la monnaie au centre du social. En disant ça, je souligne des points communs, mais on est aussi, et il va falloir nous souligner des grandes différences. C'est vrai que vos intervenants ont bien souligné l'importance de la localisation des activités et de la sphère de circulation de la monnaie. Et bien entendu, de la mise en place, d'une certaine manière, d'éléments de conversion et qui permettent d'étanchéiser la zone que nous souhaitons dynamiser du reste d'un territoire qui correspondrait plutôt ici à des fuites. Donc on a vraiment une dimension locale au sens géographique d'un des territoires donnés, de communautés données qui doivent faire circuler cette monnaie. Là où d'une certaine manière le Bitcoin, qui est un petit peu le pionnier des crypto-monnaies, vise d'emblée le global, va beaucoup plus difficilement offrir la possibilité de mettre en place des voies de conversion, puisqu'en fait, il va pouvoir s'échanger directement sur des places d'échange mondiales, pour certaines encore très mal régulées. Donc, on peut souligner bien entendu des points communs, mais il y a aussi de très grandes différences. Et la différence qui m'apparaît peut-être la plus importante, c'est qu'au fond, que ce soit d'ailleurs réel ou supposé, le Bitcoin, en tout cas une partie des promoteurs de Bitcoin, a essayé de nous démontrer ou de nous décrire un système monétaire qui ne reposait plus sur des relations sociales et qui en tout cas mettait définitivement un terme au parasitage du politique sur la monnaie. La monnaie devrait, selon eux, être extraite de toute relation sociale et de tout débat politique. Elle ne devrait qu'être une pure quantité permettant en fait aux acteurs économiques d'avoir des anticipations de bonne qualité. Et en ce sens-là, bon, outre, et je l'ai dit, c'est quand même très largement supposé, car il y a beaucoup de fétichisme, et à travers un certain nombre de mes recherches aujourd'hui, j'essaie de montrer que le Bitcoin, comme toutes les autres monnaies, est bien entendu fondé dans du politique, fondé dans des relations sociales, qu'il y a des débats, et que ces débats nécessitent un certain nombre d'institutions, plus ou moins formelles, et qu'au fond, s'il voulait bloquer les questions monétaires dans une règle intangible, eh ben, le côté le caractère discrétionnaire du politique et des relations collectives et sociales réapparaît à travers des débats sur son évolution. Mais de fait, la volonté quand même, elle est là pour... la volonté exprime cette volonté de mettre au cœur de la gestion de la monnaie un algorithme, des protocoles qui vivent par eux-mêmes et qui sont autonomisés du social. Là où, fondamentalement, une monnaie locale et complémentaire vise au contraire à dire que il y a une forme pas forcément de contestation au sens de remise en cause des monnaies nationales, mais en tout cas, on va voir que la monnaie nationale a un rôle, mais qu'elle ne permettrait pas de valoriser un certain nombre d'activités sur notre territoire. Et un groupe social souhaite être au cœur d'une nouvelle communauté monétaire à travers la mise en place, au fond, et la gestion d'un nouvel outil monétaire. Donc, d'un côté, on essaye d'extraire le social de la monnaie, dans l'autre, on a bien compris que la monnaie a son cœur du social. Et c'est vrai que c'est quand même une différence idéologique importante et qui ne se traduise pas exactement de la même manière non plus dans ce que je pourrais appeler la sphère de gouvernance. C'est vrai que la gouvernance du Bitcoin, elle existe, elle met aux prises différents individus, différents acteurs qui ont des intérêts divergents potentiellement. Il faut trouver des consensus là où, dans les monnaies locales et complémentaires, cette gouvernance, elle est pensée tout de suite autour d'un groupe, d'une forme démocratique qui effectivement là, diverge très fondamentalement du Bitcoin et des autres crypto-monnaies.
Moi, c'est quelque chose qui m'a assez vite intéressé dans ces émergences monétaires. C'est vrai que je me suis plutôt intéressé à Bitcoin, à Ethereum, des monnaies tout de suite de très grande ampleur. Mais de fait, pour trouver une armature théorique, il m'a fallu aller chercher du côté des monnaies locales, complémentaires et parallèles. Élément théorique que j'ai bien entendu trouver chez le spécialiste français qui est Jérôme Blanc. Et j'enjoins toute personne qui se questionne un petit peu sur ces problématiques à aller le lire, lui ou certains de ses étudiants et aujourd'hui certains de ses chercheurs associés comme Marie Farr, parce qu'il montre bien que en fait, si on reprend l'histoire des crypto-monnaies, on pourrait trouver des éléments de sa genèse directement dans les années 80, la fin des années 70. Et c'est aussi cette période-là qui a vu une vraie explosion de ces nouveaux monnayeurs qui ont effectivement d'abord apparu dans le monde anglo-saxon et qui ont très vite se sont développés ailleurs. Et de fait, un certain nombre d'acteurs des crypto-monnaies se sont rendus compte qu'il y avait peut-être là aussi des moyens et des marchés pour eux pour trouver des débouchés à leur technologie. Et donc, on a un certain nombre d'acteurs. On a une entreprise qui s'appelle effectivement Colu, C-O-L-U, qui s'intéressait au protocole Colored Coin, qui permettait l'émission en fait, d'actifs numériques directement en passant par Bitcoin, ce qui lui permettait de ne pas avoir qui n'avait pas en fait à gérer tous les éléments de sécurité. Ça, c'était délégué d'une certaine manière à Bitcoin, qui se sont vite rendus compte que, à travers cette technologie de Colored Coin, ils pouvaient amener des technologies qui pourraient en fait convenir et résoudre un certain nombre de problématiques organisationnelles rencontrées par des monnaies locales et complémentaires. Et je sais qu'aujourd'hui, vous avez une communauté à Liverpool qui a monté le Pond, vous en avez aussi à Londres, vous en avez à Haïfa ou à Tel Aviv. Vous avez une autre entreprise qui s'est tout de suite mis aussi, peut-être, qui en tout cas a tout de suite dans ses éléments de marketing, a insisté sur l'utilisation de son protocole par des monnaies locales et complémentaires. Et ici, je pense à Bancor, qui permettait en fait, parce que ces monnaies locales et complémentaires, si tant est qu'elles voudraient commencer à pouvoir s'échanger avec d'autres crypto-monnaies, vont avoir un problème qui est simple, c'est que comme on est face à des petites communautés, il y a peu d'acheteurs et il y a peu de vendeurs. Donc pour parler un langage très financier, le marché est très peu profond et donc d'une certaine manière, les prix vont très largement varier. Ça va poser de vrais problèmes. Et ils ont trouvé un ensemble technique qui permet en fait de réduire ces problèmes-là et qui permettrait à de toutes petites communautés d'avoir des voies d'ouverture sur l'extérieur par ces technologies. Tout en précisant d'ailleurs, comme je l'ai déjà fait, que fondamentalement, toutes les monnaies locales et complémentaires n'ont pas envie de se tourner vers l'extérieur, car à se tourner trop vers l'extérieur, elles remettent aussi en cause l'éthique qui était la leur et perdent aussi la cohérence idéologique qui était la leur et donc se voient s'éloigner les objectifs qui étaient les siens. Mais en fait, si on s'en tient à vraiment des éléments de théorie monétaire, il est clair aujourd'hui, en suivant un certain nombre d'auteurs, que la monnaie a toujours relevé d'une éthique du groupe, d'une morale, je ne sais pas quel est le terme, moi je préfère le mot éthique, mais d'une certaine manière, elle renvoie toujours à la valorisation qu'une société effectue, donc à l'image que se donne cette société d'elle-même à travers les échanges. Il faut bien comprendre que le système bancaire aujourd'hui, la question principale quand on est dans une société capitaliste monétaire, c'est comment on accède à la création monétaire. Comment on peut obtenir de la monnaie en ne considérant pas ici que le travailleur qui obtient de l'argent sous forme de salaire, ce n'est pas de la création monétaire ici. Donc comment on crée de la monnaie? Ça passe par une banque. C'est la banque et pas la banque centrale qui crée la monnaie. Et donc on a donné, parce que la monnaie relève d'un bien public, ça c'est le symbole qui nous unit tous, on a donné aux banquiers le choix de la valeur qu'on allait donner aux activités. En fait, on a donné aux banquiers la possibilité de valoriser certains types d'activités et pas d'autres. Et donc, bien entendu qu'il est toujours question de valeur et d'éthique. Alors, qu'on puisse financer du forage par fracturation hydraulique, je peux comprendre que le banquier ait envie. Ce que lui attend, c'est d'émettre de la monnaie, qu'on la lui rende avec un intérêt.
mais on peut comprendre aussi que nous, en tant que citoyens, nos relations sociales, on préférait peut-être qu'elles ne passent pas, que la division sociale du travail ne permette pas aussi facilement cette valorisation d'activités qui peuvent avoir un impact environnemental et social important. Et on préférerait peut-être que le banquier lui-même ouvre plus de lignes de crédit, je ne sais pas, à des AMAP, à des agriculteurs en reconversion vers de l'agriculture biologique. Et ça, d'une certaine manière, c'est un pouvoir que nous n'avons plus en tant que citoyens, puisque, à travers l'émergence d'une banque centrale européenne indépendante du politique et de nos envies démocratiques, on a dit à la population qu'elle n'avait plus le droit de définir l'éthique de la société monétaire dans laquelle elle vivait. Et d'une manière complètement, pour moi en tout cas, antidémocratique, on a dit on vous sort la monnaie de vos idéologies à vous, mais qu'on peut définir de manière démocratique, et on la donne à d'autres qui ont tout autant une idéologie, mais vous n'aurez plus le droit de vous la discuter. Et en plus, c'est là où peut-être qu'en Europe et en France, on soulignait à travers les interventions, la France devient un des pays où on a le plus d'émergence de monnaie locale et complémentaire. C'est peut-être aussi la traduction d'un problème monétaire qu'on a sur notre territoire. Et là, on ne m'empêchera pas non plus de questionner l'euro. Je pourrais vous renvoyer, je ne veux pas passer pour ce méchant, on nous a fait devenir, nous les économistes, un petit peu qui questionnent la viabilité même de cette expérience économique. Mais je pourrais vous renvoyer à une centaine de très grands noms en économie qui vous diront qu'aujourd'hui, oui, je crois qu'il est assez clair que cette monnaie unique, qui n'a d'unique que le nom, puisque l'inflation structurelle n'est absolument pas la même d'un pays à l'autre. Quand vous êtes en Grèce, vous n'êtes pas en Allemagne. Mais par contre, on a 1 euro égale 1 euro. Mais pour un économiste ou pour n'importe quelle personne qui a fait un minimum de théorie économique, on sait qu'un taux de change, c'est le taux de change réel qui est important. Donc un taux de change à qui on enlève les taux d'inflation. À partir du moment où on n'a pas les mêmes inflations d'un pays à l'autre, on n'a pas la même monnaie. Mais elle prend les atours d'une monnaie unique et devient en fait, d'une certaine manière, un outil de domination économique important. Et donc, comme ces territoires se sentent aussi de plus en plus dépossédés, des acteurs économiques se sentent dépossédés de la valorisation qui est effectuée à travers l'outil monétaire, et bien ils en recréent, eux, avec ces conversions, cette étanchéité qu'ils essayent de mettre en place pour essayer de se réapproprier un petit peu la valeur de leur société. Les cauris, c'est un exemple très intéressant. Il y en a de multiples en fait de ces monnaies. Alors pour parler le langage de l'anthropologue, hein, monnaie primitive, monnaie archaïque, je mets des guillemets, ça ne renvoie absolument pas à des jugements de valeur, ça renvoie à des catégories scientifiques. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre toute société a toujours été monétaire. Ça, c'est les anthropologues qui nous le montrent. Ce que l'économiste appelle du troc, ça n'existe que dans la tête malade de l'économiste. Ce qu'on appelle troc, en fait, est une société monétaire particulière où on a des échanges suivant des relations d'échange d'une valeur monétaire prédéfinie. Et les cauris, comme d'autres outils monétaires archaïques, déjà, c'était des coquillages. Alors, des coquillages qui n'étaient pas des coquillages qu'on trouvait, bien entendu, dans la zone qui l'utilisait en monnaie. Sans quoi, ça n'aurait pas de valeur. Donc, on en revient bien toujours à l'idée que, mine de rien, un outil monétaire, un instrument monétaire doit incarner une forme de rareté pour le groupe qui l'utilise. J'ai bien dit une forme de rareté. Parce que cette forme de rareté est un fétiche. C'est aussi à travers cela que la société se voit elle-même. C'était l'exemple que j'ai pris à travers le Bitcoin. Si j'en suis la théorie des ultralibéraux, c'est une quantité unique qu'il faudrait maintenir pour limiter l'inflation. Toute variation trop forte et décidée par le méchant État de la masse monétaire verrait l'inflation exploser. C'est la fameuse expression de faire fonctionner la planche à billets. Alors, il n'a peut-être pas été... il est clair que depuis 30 ans, cette planche à billets, les États n'y ont plus accès. On les a privés. C'est l'indépendance de la Banque centrale et l'indépendance du compartiment du Trésor. Donc en fait, on a donné la planche à billets aux banques. Elles l'ont largement utilisée aussi. Je n'ai pas vu les mêmes libéraux monter au créneau en me disant « Oh là, la planche à billets tourne beaucoup et il y a de l'inflation ». Non, en plus, ça a correspondu à de la monnaie qui a été créée, mais qui ne s'est pas retrouvée en circulation dans la population. Cette monnaie a tout de suite
était dans les marchés financiers, ce n'a pas généré de modification de l'indice des prix à la consommation. Mais bon, dans tous les cas, on a besoin d'une rareté relative qui fonde la confiance qu'ont les individus en eux. Et que ce soit le Cori ou d'autres, en fait, ça renvoie toujours à une autorité centrale qui régule l'émission et qui définit les rapports d'échange à travers ce que quelqu'un comme Polanyi appellerait les rapports d'équivalence. Et c'est cette autorité qui est l'incarnation, en fait, de l'éthique portée par le groupe. Et si cette autorité commence à dévier de l'éthique du groupe, logiquement, on en changera. Soit la monnaie que cette autorité émet perdra sa valeur et la population viendra à en trouver d'autres. C'est le cas dans des crises politiques, sociales et économiques de type hyperinflation. Et donc, voilà, c'est à travers ces Cori ou toutes les autres formes monétaires, il y en a pléthore. En fait, c'est toujours une question de confiance, ancrée dans différentes dimensions, et un renvoi à l'autorité, à travers elle, une confiance dans l'éthique qu'elle préserve du groupe.